Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, on est avec Victor Jean de la Gillardet, qui est membre du bureau politique du Parti de la France et également délégué général adjoint du Parti de la France. Vous êtes en Normandie actuellement. Bonsoir Victor Jean de la Gillardet. Comment allez-vous ? Bonsoir Alexandre, bonsoir à nos auditeurs, je vais bien et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur les actualités de cette semaine, ma foi un peu trop bien remplie et chargée. Effectivement, et même que si c'était une charge électrique, ce serait chargé négativement. On aura l'occasion d'en parler car il y a eu beaucoup de choses, nouveau Premier ministre, révolution annoncée, bon, qui n'a pas eu lieu. Également les États-Unis avec des annonces tragiques, élections dans une semaine partielle pour Paris deuxième circonscription. On aura l'occasion de parler de tout ça ce soir. Et pour en parler justement, on n'a pas que Victor Jean de la Gillardet avec nous, on a également Frédéric Cavalli qui est membre du bureau politique du Parti de la France et également responsable de la région Île-de-France. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous ? Bonsoir Alexandre, bonsoir Victor, bonsoir chers auditeurs, content d'être de retour sur votre émission. Ça va, j'étais en train de slalomer entre les Vélib, patinettes, trottinettes électroniques et autres bus avec leurs conducteurs fichés S et je suis heureux d'être à l'heure pour ce rendez-vous. Et vous l'êtes à l'heure et je vous en remercie. Alors oui, j'étais à Paris. Effectivement, mon son est peut-être un peu moins bon que d'habitude parce que je suis à Paris pour les élections qui auront lieu la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en parler parce que je suis l'adjoint d'Alexandre Simoneau qui est candidat pour ces élections législatives partielles. Et il y en a des choses à dire parce qu'il y a quand même 17 candidats d'ailleurs, mais bon. C'est un peu pour plus tard, on va essayer de faire un ordre chronologique, on va essayer de faire quelque chose de propre. Et justement, quoi de plus d'actualité finalement que la révolution du 10 septembre ? Alors, chronologie. Le 8 septembre, il y a eu un 49-1. Donc 49-1, c'est un vote de confiance. Le Premier ministre demande à l'Assemblée nationale de faire un vote de confiance, et si le vote n'a pas la majorité, ne remporte pas la majorité de oui, alors le Premier ministre démissionne, et c'est exactement ce qui s'est passé. François Bayrou, sans aucune surprise, s'est fait complètement démonter, désosser, et donc il a démissionné au profit de Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre. On aura l'occasion d'en parler, mais suite à ça, notamment la France Insoumise et plusieurs partis d'extrême gauche ont revendiqué le 10 septembre une forme de destitution, une forme de révolution, contraindre Macron à démissionner quelque part. Bon, on dit comme ça paraît très violent, mais non, c'était plus un genre de manifestation dans la rue, un peu musclé qu'une réelle révolution. Il y a eu moins de 200 000 participants d'ailleurs sur toute la France. Est-ce que c'est un échec pour vous, Victor, pour l'extrême gauche, en sachant qu'elle a très vite phagocyté l'appel originel qui consistait à protester contre les taxes et les impôts? À la base, c'était ça, hein, la raison. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une parodie éco plus et à la sauce gauchiste des Gilets jaunes, tout simplement. C'est-à-dire que d'une jacquerie d'un mouvement populaire de travailleurs anti-fiscal et anti-Macron pour tout un tas d'autres raisons, avec également des thèmes sécuritaires qui étaient venus sur le tapis pendant les premiers actes des Gilets jaunes, on est passé à des manifestations qui déjà interviennent en milieu de semaine, un jour où les gens travaillent. Donc bon, ça donne une assez bonne idée du profil des gens qui ont pu y participer, contrairement aux actes des Gilets jaunes qui intervenaient les samedis, et qui en plus de ça n'avaient que pour seule revendication une espèce de gloubi-boulga gauchiste, comprenant pêle-mêle la démission de Macron, mais des trucs autour on voyait des drapeaux LGBT sur les différentes manifestations, des revendications autour du patronat, la volonté de taxer les riches. Enfin, c'est très vite devenu une espèce de gabegie et de farce néo-marxiste, qui d'ailleurs n'a pas rencontré un très grand succès, tant mieux. Oui, c'est vrai que le succès n'était pas du tout au rendez-vous. Frédéric Cavalli, vous êtes responsable de la région Île-de-France, vous êtes de Paris, donc vous avez pu voir ça, j'ai envie de dire, de manière très proche. Violence, revendications LGBT, pro-migrants, pro-Gaza, comme l'avait dit très bien Victor, c'est un peu la manifestation fourre-tout, comme malheureusement il y a eu aux Gilets jaunes, comme il y a pu avoir aussi aux Nuits debout, qu'on a tendance un peu à oublier. Pardon, excusez-moi. Thomas Joly avait dit dans un tweet
sorti un drapeau français lors de la mobilisation du 10 septembre, agressé par la vermine gauchiste. Il faut donc se réjouir des interventions musclées des forces de l'ordre et déplorer qu'il n'y en ait pas eu davantage. Alors, je suis assez prudent, parce que les forces de l'ordre sont des exécutants, et effectivement, quand il s'agit de tabasser du gauchiste, il y a du monde, mais quand il s'agit de tabasser de l'extrême droite, il y en a aussi, donc c'est un outil du système qui est très efficace, mais surtout très docile, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Frédéric Cavalier? Est-ce que vous, justement, de cette grande manifestation du 10 septembre? Alors, déjà, en tant qu'homme de terrain, déjà, j'étais un petit peu terrorisé parce que je me disais, tiens, est-ce que je vais me lever, je vais partir de chez moi 3 heures à l'avance pour aller travailler. J'ai presque annoncé à ma femme et à mon enfant qu'on ne se verrait pas le lendemain car j'entrerais à la nuit tombée. Et en fait, paradoxalement, c'est parfois, ça arrive parfois, mais comme tout le monde était terrorisé, il y a énormément de gens qui sont restés en télétravail et ça faisait des années que je n'avais pas vu le périph' aussi bien rouler. Voilà, donc ça c'était plutôt anecdotique, mais à la limite j'ai passé une journée assez agréable. Voilà. Ensuite, concernant ce côté hétéroclite des manifestants, c'est là toutes les contradictions de la gauche. Alors parfois, la droite nationale peut en avoir, et Dieu sait que je déplore qu'on s'étripe sur des sujets qui pour moi sont annexes, comme le conflit israélo-palestinien, les pro-flics, les pro-ACAB, ou, excusez-moi, je rajoute une petite dose, mais les boomers et les anti-boomers. Voilà, moi j'aime pas les clivages, et parfois il peut y avoir des contradictions au sein de la droite nationale, mais alors au sein de l'extrême gauche, elles sont pléthores, ces contradictions. Vous avez quasiment dans la même rangée du cortège, vous allez avoir des espèces de folles complètement efféminées qu'il faudrait vraiment, je sais pas, mettre. Enfin, bon, je vais pas dire ce qu'il faudrait leur faire. On n'est pas, il n'y a pas notre camarade NUPS ici pour nous rappeler à l'ordre au niveau juridique. Mais bref, voilà, ce genre de gens complètement dégénérés et bras dessus, bras dessous, quasiment avec des islamistes qui seraient les premiers à les égorger si leurs voisins s'exhibaient comme ça dans leur pays. Il y a des féministes avec des islamistes aussi. Enfin voilà, c'est en fait c'est un petit peu tout ce qui est la poubelle de la France. Donc lobby homosexualiste, je parle pas des homosexuels, je parle vraiment du lobby homosexualiste, les islamistes, les immigrationnistes, les communistes, les anarchistes, les clodos aussi, il y en a de plus en plus. Tous ces gens-là, toute la lie de la société, toute la poubelle de la France, se retrouvent bras dessus, bras dessous au meeting mélenchoniste. Et je pense, malheureusement, Alexandre, pour vous contredire un petit peu, oui, vous disiez que les policiers, ça les démangeait de casser du gauchiste. Malheureusement, ils n'ont pas la même liberté d'action face aux gauchistes que face à nous. Enfin, quand je dis nous, nous, on n'a jamais cassé une vitrine, ni même un verre, ni même un gobelet en plastique. D'ailleurs, pendant les manifestations, quand on est toujours respectueux du mobilier urbain, de l'environnement et des forces de l'ordre. Par contre, je parle par exemple des incidents post-Crépol à Vermines-sur-Isère, où là, les CRS s'étaient fait plaisir à tabasser des manifestants ultranationalistes, peut-être pas très stratégiques dans leur démarche, mais qui voulaient juste réclamer la justice pour le malheureux Thomas. Ça va bientôt faire 2 ans. Là, ils avaient eu la main lourde parce qu'ils avaient les consignes de l'État. Et lorsqu'il s'agit des gauchistes, je pense qu'ils aimeraient avoir la main encore 10 fois plus lourde. Mais là, il y a des consignes de l'État. Donc, pour ne pas pour ne pas cogner sur la racaille ou sur les black blocs ou sur les gauchistes. Et par rapport à ce que dit Victor, oui, évidemment, il y a ces gens-là, généralement, sont des parias, des marginaux. Ils n'ont généralement pas de travail, soit chez leurs parents, soit au crochet de l'assistanat.
Et évidemment, à la limite pour l'instant, c'est pas plus mal que ces gens-là ne se reproduisent pas, mais ils n'ont pas trop d'instinct familial et ça les dérange pas trop d'aller en garde à vue. Ils n'ont pas forcément de femmes et d'enfants à qui rendre des comptes s'ils ne rentrent pas le soir chez eux. Et tout ça pour dire quoi? Bah que finalement, comme toujours, parce que moi j'avais reçu des posts Facebook, j'ai même reçu une invitation entre guillemets amis Facebook à participer à cette manif il y a un peu plus de 2 mois, et au début ça ressemblait de près ou de loin un petit peu à ce qu'avaient été les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement de la France populaire, plutôt de sensibilité de droite, et comme d'habitude, c'est l'extrême gauche qui a réussi à récupérer tout ça. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ont plus de temps libre que les gens de droite nationale qui prennent soin de leur famille et ont une situation professionnelle où ils peuvent pas se permettre soit de s'absenter une demi-journée pour faire les guignols dans la rue, soit encore moins de finir en garde à vue et de rester de s'absenter plusieurs jours du travail. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que la gauche, l'extrême gauche se mobilise plus que la droite nationale, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas le même degré de retenue par rapport à sa propre famille et à son travail. On a plus de choses à perdre que ces gens-là. Et autre chose, la répression policière et surtout, Alexandre, judiciaire est bien plus féroce à l'encontre des manifestants de notre mouvance qu'à l'encontre des manifestants crasseux de l'ultra-gauche. Merci beaucoup Frédéric Cavalier d'avoir répondu à ma question, n'est-ce pas? Merci à vous. Alors continuons justement sur cette semaine, parce que là on a bien parlé effectivement du 10 septembre, mais moi j'aimerais savoir, Victor, étant donné que ça n'a pas abouti sur quelque chose, est-ce que vous pensez un peu comme l'instar des Gilets jaunes, est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite, est-ce que vous pensez que ça deviendra chronique, est-ce que vous pensez qu'il y aura un épisode 2 à cette saison qui commence sans succès? Moi, je pense qu'il n'y aura aucune suite à cette affaire, que ça a complètement vacciné les gens de voir le bid que ça a fait, le flop que le premier acte a fait. Je doute fortement qu'il y ait un acte 2, un acte 3, un acte 4. Avec tout le ramdam qu'ils ont fait, si ça se termine comme ça veut dire que il y aura sûrement encore quelques marginaux, hein, quelques durs d'anarchistes et de gauchistes qui vont tenter de continuer dans les semaines à venir. Mais bon, ça me semble fortement compromis. Un autre détail qui n'a pas encore été évoqué, c'est le fait que la plupart des rassemblements ont été interdits. Donc, ils ont conduit systématiquement à des interpellations et en tout cas, ça a été le cas chez moi. Il y a eu plusieurs interpellations, voilà, pour obstruction de la voie publique et autres. Les préfets, les préfectures ont quand même donné des consignes assez claires et la police a réagi en conséquence. Donc, je doute que, même si, comme le disait Frédéric, ils sont moins liés, ils ont moins d'attaches que les gens de droite, ce sont pour la plupart des marginaux qui vivent au crochet du système ou de leurs parents et qui n'ont pas vraiment de liens familiaux. Même en prenant en considération ces différents facteurs, je doute que beaucoup prennent le risque de prendre des peines de prison ou d'amende pour des manifestations avortées qui, de toute façon, sont vouées à échouer. Ça m'étonnerait que ça s'inscrive dans la durée. Je pense que c'est un épiphénomène et qu'on n'entendra plus parler dans une dizaine de jours. Merci beaucoup Victor d'avoir répondu à ma question. Est-ce qu'il y a une suite? Alors un épiphénomène, vous nous dites qu'on n'en parlera plus dans une dizaine de jours. En tout cas, ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est le Premier ministre. Effectivement, le Premier ministre, le deuxième homme le plus puissant de la République française, en tout cas dans la cinquième. Continuons justement là-dessus. Lundi dernier, François Bayrou s'est fait éjecter comme prévu par les députés. Emmanuel Macron a nommé Premier ministre l'un de ses derniers fidèles. Je crois que c'est le 5e Premier ministre d'ailleurs pendant son 2e mandat. Il faut que je regarde au total le nombre de Premiers ministres avec les 2 mandats cumulés, mais ça commence à faire beaucoup. Ça fait un petit peu une ambiance de 4e République, je trouve. En tout cas, le Premier ministre actuel est Sébastien Lecornu, qui est déjà accusé d'homophobie d'ailleurs pour beaucoup de politiciens, mais bon, passons. Ça ne fera pas les affaires du Rassemblement national. Est-ce que selon vous, Victor, continue sur vous, parce que la dernière réponse était très synthétique, très satisfaisante bien évidemment, mais j'aimerais vous entendre un peu plus. Est-ce que
pour vous, c'est la dernière cartouche qu'Emmanuel Macron possède avant une dissolution, voire même, pourquoi pas, une démission. Par dernière cartouche, tu entends la nomination de Lecornu à Matignon? Tout à fait, parce que j'ai l'impression que plus personne veut être son Premier ministre. J'ai l'impression qu'être Premier ministre chez Macron, c'est pas un plan de rêve. Alors c'est une très bonne question, une bonne remarque que tu fais là. En réalité, je pense que la décision de nommer Lecornu à Matignon, comme en a parlé Thomas Joly dans son communiqué à ce sujet, illustre une volonté de resserrer le cercle proche, de resserrer les rangs pour Macron, de s'entourer de gens qu'il sait qu'il peut contrôler, qui sont maniables. Alors on ne connaît pas tout à fait le passif de Lecornu, on sait qu'il a été le supérieur de Benalla du temps où il était dans la gendarmerie, ce qui est un peu suspect. On sait que c'était un opposant au manif pour tout, au mariage pour tous à l'époque, donc il est plutôt issu de l'aile droite, du centre droit de Renaissance. Ce qui signifie que c'est le même profil que ceux desquels s'était entouré Macron lors de son premier mandat en 2017, 2018, 2019, etc. Donc, déjà, il y a une volonté de contrôle. C'est pas un choix diplomatique de nommer Lecornu à Matignon, parce que ça a mis en colère tout le monde, ça a énervé absolument tout le monde. Et je pense effectivement qu'il y a là une volonté, tu parles de dernière cartouche, mais je pense que c'est un petit peu un coup de poker. Je pense qu'il y a une volonté de la part de Macron de forcer l'opposition à faire tanguer la barque. C'est un peu un défi qu'il envoie à l'opposition, en mode vous voulez censurer, censurez, faites-le, je vous défie de le faire. Peut-être pour ensuite pouvoir apparaître comme le garant de l'ordre face à une opposition qui serait systématiquement irresponsable et pour tirer un petit peu les marrons du feu de cette façon. Je mentionnais les Gilets jaunes tout à l'heure, un épisode qui a été un petit peu oublié, c'est que LREM, à l'époque c'était pas Renaissance, c'était La République En Marche, le parti présidentiel, toujours est-il, avait fait un regain de score aux européennes en 2019, dans la foulée des différents actes des Gilets jaunes, car ils étaient apparus comme les garants de l'ordre, parce que les commerçants qui avaient eu leur vitrine fracassée, les classes moyennes supérieures, beaucoup d'anciens fillonistes d'ailleurs, les voix de ces électeurs-là s'étaient reportées vers le gouvernement pour défendre l'ordre face aux gabegies, face aux abus, face aux excès des manifestations et des actes des Gilets jaunes. Donc peut-être qu'il essaie de recréer un climat d'instabilité où l'opposition a le rôle des fouteurs de bordel, des irresponsables, et où il a le rôle du président qui essaie de gouverner mais qu'on ne laisse pas gouverner, en jouant sur les sentiments anti-parlementaires, sur différentes choses, de façon peut-être à se ménager une marge de manœuvre pour des actes encore plus autoritaires. Hein. Je ne vais pas tomber dans du conspirationnisme d'un goût à la Philippot, mais bon, on ne sait pas trop ce qu'il ambitionne par la suite. Donc oui, c'est sans doute plus calculé qu'on le pense, cette nomination de Lecornu. Et ça témoigne de la situation précaire dans laquelle il se trouve actuellement, car aussi, comme tu l'as mentionné, peu de gens veulent de ce poste. Hein. La gamelle de députés fut un temps était attractive, maintenant on voit qu'elle est instable, donc la députation devient un petit peu moins attirante qu'elle pouvait l'être à une époque, et de la même façon, les différents portefeuilles ministériels et gouvernementaux, y compris celui de la charge de Premier ministre, sont moins attirantes qu'elles l'étaient avant. Donc cette incertitude politique rend plus difficile forcément de trouver des candidats à ce type de poste. Surtout et encore moins des barons locaux qui ont déjà une carrière politique installée et établie et qui auraient tout à perdre à aller se carboniser à Matignon. Je pense que Matignon, sur le plan de l'image, coûtait assez cher à Bayrou, car il a montré à tout le monde son impotence et son incompétence, et que peu d'autres pontes de la politique politicienne s'y risqueraient. Donc le profil de Lecornu, qui n'est pas vraiment un politique à proprement parler, est aussi, à mon sens, assez cohérent avec cet état des choses. Merci beaucoup, Victor Jean de la Gilardet, pour votre analyse pertinente et complète de la situation. Frédéric Avali, à nous deux maintenant. J'aimerais savoir ce que vous en pensez effectivement de ce choix. Est-ce que Sébastien Lecornu est un moindre mal? Alors,
Effectivement, Alexandre. Alors, je voulais pas forcément commencer par ici, mais vous m'avez donné une perche aussi grosse. C'est vrai qu'Alexandre, c'est inside joke, hein, comme les Américains, mais entre nous, on n'est pas forcément toujours d'accord par rapport à ça. Je vais pas dire que vous êtes un accélérationniste. Pour ceux qui savent pas, c'est ceux en gros qui privilégient la chienlit pour qu'on arrive le plus vite au pouvoir. Mais moi, je pense que c'est pas son cas, et c'est pas gagné pour autant. Et moi, je suis un petit peu adepte de la stratégie du moindre mal, dans le sens où la gauche au pouvoir, l'extrême gauche au pouvoir, ce serait une catastrophe. Et donc, je préfère encore m'accommoder de la droite molle, des centripotents, hein, un peu comme Sarkozy, enfin des trucs comme ça. Je me dis qu'au moins, ils font beaucoup moins de dégâts que la gauche. C'est un petit peu, voilà, c'est ce que j'ai appelé la politique du moindre mal. Évidemment, le but étant de se débarrasser des uns et des autres pour prendre le pouvoir, démocratiquement, évidemment. Et voilà, un petit peu. Donc, effectivement, Alexandre, moi, je préfère avoir le cornu chez moi que Mélenchon devant ma porte, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est pas pour autant que je vais être indulgent par rapport à sa politique qui va être une politique de macronisme pur et dur. Si tant est qu'il en est une d'ailleurs, mais enfin voilà, ça va être un petit peu le centre mou de la politique. Cela dit, Alexandre, je voudrais quand même signaler, alors je vais pas dire que Macron est un génie, ça ferait zapper beaucoup d'auditeurs. Néanmoins, moi au début, en 2016-2017, quand il faisait ses premiers meetings où il sortait des formules où personne ne comprenait rien à ce qu'il disait, c'était vraiment on ne peut plus creux, ou qu'il faisait des réponses interminables, on n'avait rien compris ce qu'il avait dit à la fin. D'ailleurs, c'est la seule fois depuis qu'elle a exclu son père, que Marine Le Pen m'avait fait rire. Elle le lui avait formidablement bien fait remarquer dans le débat à 7 ou 8 candidats début 2017. Et en fait, voilà, je l'avais pris pour un guignol. Et en fait, au niveau stratégique, c'est un très, très, très grand stratège. Il a détruit, il a fait voler en éclats ce qui dirigeait, ce qui régentait la politique française depuis 30 ans, à la première cohabitation Mitterrand-Chirac. Il a fait voler à près de 30 ans de pouvoir et d'accoquinement l'UMPS, comme disait souvent Marine Le Pen. Il a détruit tour à tour le Parti socialiste en le siphonnant jusqu'à 2%. Et ensuite, alors je vais pas dire la droite molle à 2%, parce que Valérie Pécresse, je pense que même si le chien Douglas qui avait voté pour elle aux primaires de la droite molle s'était présenté à sa place, il aurait fait plus que Valérie Pécresse, il aurait fait plus que 2%. Mais voilà, il a siphonné les deux grands partis institutionnels, les deux partis de gouvernement, comme on dit, prouvant bien par cette formule que les élections, la démocratie est confisquée en France depuis maintenant plus de 40 ans. Et du coup, il a détruit tout ça. Ensuite, il a et là dernièrement, donc il a quand même été très habile. En fait, euh, il a voué la politique française à un duel, soit face à Marine Le Pen, soit face à Jean-Luc Mélenchon, où dans les deux cas, il était sûr d'être réélu dans un fauteuil. Donc, je trouve qu'au niveau stratégique, je l'avais vraiment sous-estimé. Mais en fait, c'est un grand stratège, ou peut-être les personnes qui tirent les ficelles derrière lui, comme peut-être Jacques Attali. Je ne vais pas faire le conspirationniste de service, mais enfin, en tout cas, que ce soit lui ou ses communicants, au niveau stratégique, il m'a bluffé. Et là, c'est pareil. Depuis un peu plus d'un an, Alexandre, il a dissous l'Assemblée nationale. Ça devait être le Rassemblement national qui devait être au pouvoir, mais il y a eu de telles magouilles, avec notamment les scandaleux reports de voix de la droite molle au profit des députés des nervis d'extrême gauche de la France insoumise, qui ont créé une des plus grandes surprises de l'histoire des législatives en France, qui ont donné une majorité à l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Il aurait dû prendre un Premier ministre sur l'extrême gauche, seulement avec notamment l'aide de ces Jews qui n'arrêtent pas de crier à l'antisémitisme toutes les 30 secondes, au moins 500 fois par jour, que ça a diabolisé finalement tout ça à la France insoumise. Donc il savait que s'il les escroquait, parce que
légitimement, ils auraient pu prétendre à un poste de Premier ministre, puisque en termes de groupe parlementaire, c'était le premier groupe à l'Assemblée nationale. Eh bien non, il a pris Michel Barnier et ça a presque soulagé une majorité des Français. Donc en fait, Michel Barnier, dont le parti avait fait à peu près 5%. Mais finalement, proche de ses idées. Barnier, il est Macron compatible, ce serait plutôt l'aile droite. Quand Barnier s'est fait jeter, qui c'est qu'il a pris? Il a pris son père spirituel, faut vouloir, un père spirituel comme François Bayrou. Eh bien, il a réussi, là aussi, à finalement prendre quelqu'un qui était quasiment, c'était du mimétisme. Et là, finalement, il y avait le Rassemblement national et l'extrême gauche qui espéraient qu'il allait dissoudre pour potentiellement leur faire gagner à l'un ou à l'autre la majorité absolue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend, alors que les deux précédents se sont fait virer à coups de pied dans le derrière, il a repris encore un clone de Barnier, de Bayrou, et ça passe crème finalement, parce que faut pas se leurrer, la manifestation du 10 septembre, elle était prévue depuis plus de 2 mois, donc ça n'avait bien évidemment rien à voir avec cette nomination de Lecornu, et finalement, Macron réussit par plusieurs tours de passe-passe, non seulement à rester président, mais ça, l'infâme Jacques Chirac avait très bien réussi, mais Chirac, quand il avait été 5 ans avec Jospin, Mitterrand, quand il a été 2 fois avec Chirac, 2 fois avec Balladur, il vivait, c'était un ménage avec un antagoniste. Donc c'était quand même frustrant quand vous le voyez leur tête, quand ils étaient cernés au Conseil des ministres avec que des adversaires politiques qui l'observaient avec mépris. Mitterrand et Chirac, il fallait quand même avoir une sacrée paire d'orchidées, comme vous dites, Alexandre. Là, Macron, même pas. Macron, qui aurait dû être finalement, je vais pas dire destitué, parce que ça, c'est la politique de bistrot, mais qui aurait dû être finalement en minorité, en ballottage défavorable, et qui aurait dû nommer au mieux pour lui, un gouvernement de coalition avec différentes sensibilités, finalement, il reste avec ses potes. Voilà. Le seul peut-être qui faisait un petit peu éléphant dans un magasin de porcelaine, encore que c'est le genre d'éléphant à choisir les assiettes qui cassent quand il entre dans un magasin de porcelaine, mais Retailleau. Mais voilà, c'était peut-être le seul qui lui était ouvertement hostile. Mais sinon, Macron, là, depuis un peu plus d'1 an, il est avec ses potes au gouvernement, il n'a absolument rien changé. Donc, je trouve en cela uniquement que stratégiquement, ce n'est pas loin d'être un génie, alors que pourtant, je ne lui trouve aucun talent d'orateur et encore moins, évidemment, de dirigeant politique. Merci beaucoup Frédéric Avalli pour votre réponse à cette question. Alors on va directement passer aux États-Unis désormais, parce qu'aux États-Unis il s'est passé de nombreuses choses, de nombreuses choses assez tragiques d'ailleurs, assez tristes. Premièrement, on va commencer par ordre chronologique. On a, vous savez, cette réfugiée ukrainienne qui à Charlotte, en Caroline du Nord, où c'est une ville très démocrate, qui s'est posée directement sur un siège dans un métro, et on voit la vidéo de surveillance. Je pense que tout le monde a vu la vidéo, tout le monde a vu au moins des images qui reprenaient cette tragique scène où il y a l'Afro-américain juste derrière qui se lève et qui lui met 3 coups de couteau dans la gorge, qui l'égorge et qui part, et qui repart. Il enlève son t-shirt d'ailleurs, je crois, après, je sais pas trop pourquoi, et il part. Et donc évidemment, elle est morte très rapidement, comme on peut s'en douter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Victor? Est-ce que vous pensez que ce crime racial peut être qualifié comme tel? Parce qu'honnêtement, on ne voit pas de motif. Les deux ne se connaissent pas. Elle s'assoit. Il la tue à peine 30 secondes après qu'elle se soit assise. Les deux ne se connaissent pas, comme je le disais. Et il n'y a pas eu d'altercation. Il n'y a pas eu d'échange entre ça. Donc c'est un meurtre qui est complètement gratuit. Et pour moi, ce meurtre gratuit ne peut être que d'origine raciale, que d'être d'impulsion, justement, de haine envers les blanches. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et est-ce que vous pensez qu'il devrait être condamné à mort? Alors, ce qu'il convient de souligner tout d'abord, c'est que dans un premier temps, les médias du système, les médias de gauche, les médias comme CNN, ZNN, etc., ont globalement boycotté ce fait divers. Ils ont tenté de l'étouffer, puis ils ont été obligés finalement de le relayer devant l'ampleur de la bulle sur les réseaux sociaux autour de ça. Donc, bon, comme d'habitude, il y a un traitement de l'information qui est particulièrement orienté, même aux États-Unis, qui est pourtant un pays réputé pour sa liberté d'expression. Et
Deuxième chose, eh bien, je dois reconnaître qu'il y a eu, en revanche, une réaction du gouvernement, de Donald Trump et de son entourage, comme pour Charlie Kirk, on verra ça après, assez bonne, assez unanime, et sur la volonté que la peine de mort soit rapidement prononcée pour le tueur qui a commis cet acte ignoble et parfaitement gratuit vis-à-vis de cette jeune femme qui, comme tu l'as expliqué, n'a rien fait de plus mal que de littéralement entrer dans un bus ou un métro, je ne sais pas exactement, mais bref, une rame de transport en commun, s'asseoir, et le type derrière s'est levé, lui décoché des coups de couteau dans la gorge, sous l'indifférence générale des autres passagers. Bon, c'est là encore, il ne s'agit pas d'essentialiser, la loi m'interdit d'aller plus loin, mais les statistiques sur le crime aux États-Unis en fonction de l'origine ethnique sont assez équivoques et permettent de comprendre pourquoi, dans une société où d'autres courants de pensée auraient gagné aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, où la carte politique occidentale aurait été refondée et non pas orientée vers l'accueil de ces populations, mais plutôt vers l'homme occidental, vers l'homme avec un grand H, homme et femme, mais vers l'être occidental au sens racial, au sens blanc, peut-être qu'il n'y aurait pas ce type de fait divers abominable, qui malheureusement, bon, celui-là on en parle, il a été médiatisé, mais combien de blancs aux États-Unis, chaque jour, chaque année, sont victimes de meurtres ayant un motif raciste, même si ça n'est jamais qualifié comme tel. Il y a une réalité du racisme anti-blanc dans la société américaine, une réalité de la culpabilisation des blancs qui n'ont jamais le droit de mentionner ce genre de choses, et c'est endémique à l'Occident de façon générale. La chance qu'ont les Américains, c'est qu'ils peuvent accéder à des statistiques qui leur permettent de voir ce que l'on appelle des patterns, des récurrences. Mais dans des sociétés comme la société française, c'est beaucoup plus difficile, alors que je pense que ce sont aussi les mêmes mécanismes qui entrent en jeu. On a vu, je parlais du traitement des médias, et là, ça touche même à la police, qui est parfaitement sclérosée, s'il s'agit par exemple du Royaume-Uni, avec les grooming gangs, ce phénomène où les gangs indo-pakistanais ont violé pendant des années et séquestré les jeunes filles anglaises blanches, sous l'indifférence parfaite et totale des autorités et de la police. On a encore eu le cas récemment de cette jeune fille à Dundee, en Écosse, qui a tenu tête à ses agresseurs en sortant des armes blanches et qui va vraisemblablement être poursuivie et peut-être même condamnée, après que, encore une fois, la police ait tenté de camoufler l'affaire, d'étouffer l'affaire, et même allant jusqu'à prétendre que ces jeunes filles étaient des délinquantes, qu'elles menaçaient des gens innocents qui n'avaient rien fait. Donc, ce que ça met en lumière, c'est un problème structurel et systématique de racisme et vis-à-vis des Blancs et d'une politique générale anti-blanche. Que ce soit en Occident, aux États-Unis, bon, un petit peu moins, vu que le gouvernement est plus ambivalent, mais il y a d'autres pouvoirs que le pouvoir politique installé. Il y a aussi les médias, il y a aussi les réseaux financiers, etc. Donc, il est important de comprendre ce fait divers, non pas comme un fait divers, mais comme faisant partie d'un tout et d'un mouvement de fond. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Victor, pour votre réponse à cette question. Et vous, Frédéric Cavalli, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est un peu plus assumé. En France, c'est très timide. On commence à en parler, ça commence à être reconnu par notamment Gérald Darmanin. Mais finalement, on peut dire que le racisme anti-blanc existe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors tout d'abord, Alexandre, une petite plaisanterie, encore une fois entre nous, hein, les auditeurs vont penser qu'on passe notre vie ensemble, ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais vous comprendrez un peu plus aisément pourquoi je rechigne à prendre les transports en commun et notamment le métro. Ceci étant dit, je pense qu'on ne pourra pas éternellement se protéger du tonnerre avec un parapluie, et il y a un moment, il va falloir employer les grands moyens. Et alors la peine de mort, c'est très bien. Hein. D'ailleurs, je crois, alors, si je dis une bêtise, vous me corrigerez, ou nos auditeurs, ou youtubeurs, mais je pense que dans l'histoire des États-Unis, je crois que c'est la première fois qu'un président américain prenait publiquement comme ça position
pour dire voilà, celui-là, hop, peine de mort. Je pense que c'était jamais arrivé. Moi, ça me va très bien. J'aime bien ce genre de populisme. Ça me plaît beaucoup. Alors évidemment, comme là, on est écouté par beaucoup de monde, je ne vais pas dire que la peine de mort serait trop douce et que ce qui serait mieux pour ce genre d'immonde ordure, ce serait la vivisection. Donc, je vais pas dire ça à l'antenne. Hein. Ah bah mince, c'est fait. Bon, tant pis. Mais voilà, j'ai pas voulu le dire. Voilà, oui, il faut employer vraiment des moyens très violents avec ces gens-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, son frère avait lui aussi, quelque temps avant, assassiné un homme blanc de sang-froid, je crois, avec une arme à feu. Et je crois que leur père, à tous les deux, eh bien, avait déjà, je sais pas si ça avait été un condamné à mort, mais je crois qu'il avait, c'était un criminel notoire ou un multirécidiviste. Alors, moi, je veux bien, mais ces gens-là, on devrait. Je suis pas pro-avortement, attention, mais je pense qu'il faudrait les empêcher de se reproduire. Et puis, lorsqu'ils sont multirécidivistes, pour moi, Alexandre, récidiviste, c'est un mot qui ne devrait même pas exister. C'est une parole qui devrait être bannie. Lorsqu'on fait un crime, un premier crime, eh bien, on ne doit plus pouvoir recommencer parce qu'on ne doit plus pouvoir ressortir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Concernant le racisme anti-blanc, pour répondre plus directement à votre question, eh bien, oui, enfin, je trouve que c'est vraiment se foutre du monde, excusez-moi pour le langage, mais c'est vraiment se foutre du monde de nier qu'il y a un racisme anti-blanc. Moi, j'ai beaucoup d'amis, notamment d'origine italienne, espagnole, portugaise, qui donc vivaient dans les banlieues, en banlieue déjà il y a 30-35 ans, qui n'étaient pas forcément tous du Front National, quoique pour la plupart ils l'étaient déjà, le vrai Front National, hein, pas la Gay Pride là de maintenant, mais ils me disaient que lorsqu'ils étaient avec des amis noirs ou maghrébins, ben, ils se faisaient absolument pas embêter par des groupes de racailles, et par contre quand ils étaient tout seuls ou avec d'autres amis blancs, ben, ils se faisaient souvent embrouiller par des racailles. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le racisme anti-blanc existe depuis les deuxièmes générations d'immigration d'Afrique noire ou maghrébine. Et donc ça fait 35-40 ans, je dirais, que ce racisme de leur part est totalement assumé et décomplexé. Et il n'y a que les médias et les gauchistes qui ont tué la question avec la complicité, comme malheureusement très souvent, de la droite molle et de ces médias, quoi, comme le Figaro ou des médias comme ça, n'en parlaient quasiment pas. Ils en parlent d'ailleurs très peu maintenant. Et de toute façon, même lorsque les gens, entre guillemets, hein, les plus courageux à droite qui osent briser le tabou, comme Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy, ces gens-là, malgré tout, à 20h01, après la fin du premier tour, une minute après les résultats du premier tour des élections présidentielles, s'empressent quand même de demander au peuple français de voter pour Macron pour faire barrage au Rassemblement national. Donc, vous voyez que même lorsque ces gens-là l'admettent, ce racisme anti-blanc, finalement, ils n'ont même pas le courage de leurs opinions et ils font voter pour quelqu'un qui fait le contraire de la politique qu'eux-mêmes préconisent lorsqu'ils sont candidats. Mais oui, non, le racisme anti-blanc existe bel et bien. Alors, je ne vais pas trouver d'excuses à ces racailles qui nous polluent la vie, mais il faut dire que si ce racisme anti-blanc n'existait pas forcément dans les années 60, lors de la première génération d'immigrés, qui était plutôt l'immigration de travail, notamment les boulots que les blancs ne voulaient plus faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été accentué. Et j'étais en première loge quand je voyais ça au collège ou au lycée dans les années 80 et 90. Ça a été accentué par les profs gauchistes qui, en gros, leur disaient, voilà, on vous a colonisé, vous avez beaucoup souffert à cause de nous, etc., etc., omettant de dire non seulement qu'avant la colonisation, ces gens-là étaient avec un os dans le nez et des plumes dans le cul, mais également que la mortalité infantile, alors peut-être pas dans les pays du Maghreb, mais dans les pays d'Afrique noire, je crois que la mortalité infantile était de 7 pour 8, je crois, de 7 sur 8. Donc voilà, ça évidemment, ils n'en parlaient pas. Par contre,
les soi-disant crimes contre l'humanité, formule odieuse reprise par Macron, ça, ils en parlaient. Et je pense que ça, évidemment, pour la cohésion nationale, même si ces gens-là, je pense, foncièrement nous détestent, bah forcément, si les gens du pays dans lequel ils habitent les confortent dans ce sentiment, eh bien évidemment, ça va encore, ils vont encore moins se cacher, quoi. Donc voilà, le nier aujourd'hui, le racisme anti-blanc, enfin le nier depuis 35 ans, c'est ridicule. C'est comme nier d'autres évidences factuelles ou historiques, quoi. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon Twitter. Merci beaucoup, Frédéric Cavalli. J'ai bien entendu toute votre réponse et je vous remercie d'avoir répondu sur ma question concernant le racisme anti-blanc. Autre actualité malheureusement tragique, elle aussi, c'est concernant Charlie Kirk. Hein, Alors, je vais être tout à fait transparent, je le connaissais pas spécialement avant son décès, pour une raison assez simple, c'est que il est très connu effectivement, mais ça s'adresse surtout aux Américains. Ces conférences s'adressent aux Américains, n'étant pas américain, je n'étais pas non plus tombé beaucoup de fois sur son contenu, mais en tout cas, ce qui s'est passé est très 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 tragique parce que lors d'une conférence qu'il donnait en Utah, il s'est fait exécuter. Vous avez sûrement vu là aussi la vidéo qui a tourné partout sur les réseaux sociaux. Il a pris une balle à entre 180 et 200 mètres de distance par un fusil puissant. Alors il y a des choses qui se passent. On a le tueur, on a enfin son identité après 24 heures de cavale. Il s'appelle Tyler Robinson. Il avait gravé sur ses balles, sur ses munitions, tiens fasciste, prends ça, ou encore Bella Ciao. Il y a eu des références à des groupes antifa, y compris français d'ailleurs, comme le Jeune Garde, où il y a le célèbre Raphaël Arnaud, que vous connaissez sûrement, puisqu'il est député de la République. Bref, il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, il a été retrouvé grâce à son père qui l'a dénoncé. J'ai vu aussi qu'il y avait eu des théories concernant tout ça. Est-ce que Israël serait derrière? Bref, tout est encore frais, tout est encore à l'ordre de l'enquête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, le président Donald Trump réclame la peine de mort. Alors, Victor Jean de la Gillardet, question que je me suis posée et que j'aimerais vous poser, si le Parti de la France était un parti américain, est-ce que vous pensez pas qu'on aurait beaucoup de chances également de connaître des incidents par arme à feu parce qu'on serait la cible d'Antifa qui seraient eux armés, contrairement en France où ils sont beaucoup moins armés évidemment. Alors, tout d'abord, avant de répondre à la question, je vais rebondir brièvement sur le personnage qui est Charlie Kirk. Alors, je suis un petit peu plus que toi, j'ai l'impression, l'actualité américaine, et de fait, j'avais eu connaissance de Charlie Kirk depuis un certain moment. C'est quelqu'un qui, pour le résumer brièvement, s'illustrait par ses actions militantes d'agit-prop sur des campus américains où il invitait des liberals, comme il l'appelle, des libéraux, mais pas au sens économique, c'est-à-dire des progressistes, des gauchistes, des libéraux, donc liberals au sens américain du terme, à venir débattre avec lui, à venir échanger avec lui. Donc c'était un partisan du dialogue. En le tuant, le camp du bien, la gauche, a perdu quelqu'un qui n'était pas foncièrement un des plus virulents à leur égard, déjà physiquement, et qui en plus de ça, Charlie Kirk, sur le fond de sa pensée politique, même s'il y avait eu du mieux depuis quelques semaines, n'était pas très radical. Il était partisan d'une vision conservatrice classique de la famille, sur des sujets sociétaux, notamment l'avortement. Il avait une position assez classique d'un conservateur américain. Mais c'était quelqu'un qui, sur un certain nombre de sujets, a dû évoluer. Il est présent dans son activisme depuis la première élection de Trump, depuis 2017, enfin, l'élection 2016, mais premier mandat 2017-2020. Donc, c'est quelqu'un, son parcours était intéressant à suivre, en fait. Il faisait débat, il était souvent fréquemment l'objet de moqueries et de quolibets de gens plus radicaux, notamment Nick Fuentes, non pas par détestation du personnage, mais par volonté de faire avancer les idées. Ce qui était très intéressant avec Charlie Kirk, c'est qu'il avait une audience assez considérable, que ce soit au sein de la sphère étudiante ou ailleurs, et qu'il a eu donc une évolution sur des sujets de fond, c'est-à-dire qu'on est passé d'un conservateur un peu classique, mais par exemple pas très renseigné sur des questions notamment ethniques, raciales, à une forme de nationaliste blanc. Il avait dit il y a 2 ans, en 2023, qu'il
les Blancs devaient être fiers de ce qu'ils sont. Ce n'était pas une chose dont il fallait avoir honte. Il était partisan d'une certaine identité blanche. Et plus récemment, alors que c'était le sujet sur lequel il avait le plus d'œillères, il avait eu des positions et des évolutions intéressantes concernant Israël et le rôle joué par le judaïsme politique dans la scène politique américaine. C'est-à-dire que c'était pro-Israël, plutôt partisan. D'ailleurs, il y a eu des personnalités israéliennes, je pense notamment au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui lui ont rendu hommage, car il était considéré comme un allié d'Israël, mais depuis quelques semaines, il avait commencé à questionner un petit peu ce narratif-là, mettant en avant le rôle clé joué par des personnalités juives dans l'idéologie progressiste, dans l'immigration de masse qu'a subi l'Occident à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, etc. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas à 100% sur une ligne nationaliste, mais qui a connu néanmoins des évolutions intéressantes et qui était agréable de voir pulvériser en débat des gauchistes sur les facultés américaines. Donc, évidemment, personne à droite, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ne s'est réjoui de sa mort. J'ai trouvé par exemple Nick Fuentes très digne dans sa réaction. Donc, c'est idiot de la part de la gauche, car ils ont supprimé quelqu'un qui était assez posé, assez calme, partisan de l'échange et du dialogue, et ont fait brutalement comprendre à l'ensemble de la scène politique de droite américaine que le dialogue n'était tout simplement plus possible avec ces gens-là. Quasiment personne n'a salué sa mémoire à gauche. Il y a eu des minutes de silence, des tentatives de minutes de silence qui ont systématiquement été perturbées par des gauchistes. Enfin, à peine quelques heures après sa mort, tout le monde dansait sur son cadavre. Donc, ça acte un changement de paradigme assez intéressant aux États-Unis, c'est-à-dire l'implosion du centre droit et des modérés de droite, tout simplement. Peux-tu me rappeler quelle était ta question exactement, Alexandre ? Oui, pas de problème, pas de problème. Bah, puisqu'on a fait le profil, je rappelle que c'était un père de famille de 31 ans, effectivement. Alors ma question c'était, est-ce que si le parti de la France était américain, aurait-on plus de chances de subir également ce genre d'attaque, puisque notre parti est quand même très radical par rapport à la sphère de la politique française? Alors, tu marques un point, effectivement. Ce qui a coûté la vie à Charlie Kirk, c'est son exposition. Et le fait, voilà, qu'il prenne des risques de s'afficher comme ça devant des foules d'étudiants sans protection et avec une sécurité réduite. Donc, oui, malheureusement, je pense que c'est à craindre dans un pays où les armes circulent aussi facilement qu'aux États-Unis, que si le parti de la France se trouvait dans une situation similaire, on pourrait être victime de tentatives de meurtre politique. Après, il y en a eu en France à toutes les époques, ce n'est pas spécifique aux États-Unis. Et la leçon à en tirer, c'est que, bon, déjà prudence, et puis au-delà de ça, on ne peut jamais réellement être assez fréquentable ou gentil ou tolérant pour la gauche. Et à partir du moment où vous ne souscrivez pas à leur agenda, où vous ne leur êtes pas complètement acquis, vous vous mettez une cible sur la tête. Vous êtes un fasciste et donc vous méritez de mourir. Et ça va de ça va sur la scène, sur le spectre politique. Ça concerne tout ce qui est à droite de Jean-François Copé. Ça va de Jean-François Copé à Pierre Sidos. Il n'y a pas de distinguo entre les fascistes, ce qu'ils appellent des fascistes. La gauche ne fait pas vraiment de distinguo. Merci beaucoup, Victor. Quand même, politicien aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus dangereux parce que au-delà de Charlie Kirk, on a un président américain sur 11 qui a été tué pendant son mandat. C'est quand même énorme, ça fait presque 10%, c'est quand même beaucoup. Oui. Les politiciens qui se font abattre de cette façon, c'est une réalité. Ah ouais, Victor, vous vouliez prendre la parole ? Oui, j'acquiesce, effectivement. Il y a eu de nombreux meurtres de présidents aux États-Unis. Le plus connu, c'est celui de Lincoln, mais il y en a un autre dont le nom échappe au début du XXe siècle, qui a été assassiné, pareil. Ils ont effectivement eu à plusieurs reprises des assassinats de présidents. C'est assez répandu, malheureusement. En France, on en a eu que 2, si je ne m'abuse. C'est Sadi Carnot et Paul Doumer, président assassiné. Il me semble aussi, effectivement. Quelle culture. Voilà, tout à fait. Quelle culture, Frédéric Avali. Décidément que des private jokes ce soir. Mais continuons de rester, si vous le voulez bien, sur Charlie Kirk. Oui, alors vous l'avez bien souligné,
par rapport au Parlement européen, George Floyd, lorsqu'il y a eu l'homme, je sais même pas pourquoi il y a eu une minute de silence pour George Floyd d'ailleurs, alors que c'était un délinquant, mais bon, ça c'est une autre, c'est une autre question. Le Parlement européen a tenté de faire une minute de silence pour Charlie Kirk. On peut la questionner ou pas, cette légitimité de mettre une minute de silence, parce que c'est un politicien qui n'est pas européen, mais dans tous les cas, à partir du moment où elle est mise en place, en général, on respecte toujours une minute de silence qu'elle est décidée. Là, pas du tout, ça a été totalement perturbé par la gauche, encore une fois, qui tapait sur la table et qui criait. Voilà, c'est à questionner ce comportement, cet irrespect. Ça me rappelle beaucoup, vous savez, quand Jean-Marie Le Pen est décédé. Quand Jean-Marie Le Pen était décédé, il y avait carrément eu des champagnes et des fêtes sur des places publiques. Voilà, le respect de la mort, le respect de la vie, même d'ailleurs, la gauche, je crois qu'elle n'en a absolument aucun, et que c'est très symptomatique de leur perversité finalement, et que leur comportement est à l'image, je trouve, de leurs idées, à savoir absolument ignobles et atroces. J'imagine, Frédéric Cavalli, vu que je connais votre sensibilité humaine, j'imagine que ces derniers jours ont dû être très difficiles pour vous. Oui, alors c'est vrai que bon, pas pour Monsieur Kirk, que je le connaissais aussi peu que vous. Je me suis penché un petit peu sur qui il était, ce qu'il disait. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose de dramatique. Et effectivement, alors je sais encore une fois, Alexandre, que parfois on diverge un petit peu sur ce point-là, mais c'est la raison pour laquelle je pense que les gens les plus haineux, alors pas forcément par rapport aux blancs, hein, mais par rapport à la droite nationale, ce ne sont pas les racailles, ni les musulmans, ni les noirs, ni les maghrébins. Les plus haineux à notre rencontre, ce ne sont pas ces gens-là pour lesquels on réclame leur immigration, enfin pour une bonne partie d'entre eux, mais ce sont les gauchistes. Et c'est vrai que ces gens-là sont des fanatiques, ils sont extrêmement dangereux, ils sont complètement instables dans leur tête parce qu'ils ont des pensées qui sont vraiment incohérentes. Hein. Il n'y a qu'à mettre bout à bout les témoignages qui sont recueillis en marge de manifestations par ces gens-là. Et le problème des États-Unis, vous l'aviez très très bien souligné, Alexandre, c'est que ces gens-là, avec une arme entre les mains, surtout s'ils sont entraînés, eh bien deviennent des tueurs. Et évidemment, je suis pas en train de lancer une charge contre les armes à feu. Très sincèrement, je n'ai pas d'opinion arrêtée sur le sujet. Moi-même, j'ai des arguments pour et des arguments contre, mais c'est vrai que ces gens-là sont extrêmement dangereux et de toute façon, ils sont il y a à peu près le même type d'ultra-gauche un petit peu dans tous les pays occidentaux, mais je pense qu'en France, ils sont quand même, alors ils ont peut-être pas forcément le même courage physique que les Américains, mais en tout cas en termes de fanatisme et de haine, je pense qu'on a peut-être l'ultra-gauche la plus haineuse du monde occidental. Et je pense que si on leur laissait la possibilité d'assouvir leurs fantasmes, avec ces gens-là, on se retrouverait tous membres du bureau politique avec un pic, avec notre tête au bout de ce pic-là. Je pense que ce sont les héritiers de Robespierre, ce sont les héritiers de Lénine, pour lequel je voulais quand même vous rappeler qu'en banlieue parisienne ex-communiste, même plus les banlieues communistes, mais les banlieues ex-communistes, il y a à peu près une bonne centaine de banlieues parisiennes, de rues Lénine, quoi. Enfin, c'est un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, et il y a des rues Lénine dans une bonne cinquantaine, une bonne centaine de communes franciliennes. J'en demande peut-être pas tant, mais enfin, que diraient les gens si à Orange ou à l'époque de Jean-Marie Le Chevalier à Toulon, maire du Front National, il y avait eu des rues Pétain ou des boulevards Mussolini. Vous voyez, c'était inenvisageable. Mais là, il y a des rues Lénine. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se sont peut-être un petit peu fait laver le cerveau sur l'antifascisme par leurs profs d'histoire communiste, mais les gens ne se rendent pas compte de la violence de ce qu'a été la Révolution française, mais surtout la Révolution bolchevique, et les conditions d'une violence inouïe dans laquelle la famille du tsar a été massacrée, mais
d'une violence inouïe, dans des souffrances terribles, hein, avec les enfants. Eh bien, je pense que ces gens-là, tous ces gauchistes, tous ces nervis, sont les héritiers de la révolution bolchevique. Et ce sont des gens, s'ils décident de passer à l'acte, ils sont extrêmement dangereux et ils sont très nombreux. Donc, le débat, c'est pas de lancer ici ce soir, faut-il interdire, faut-il dissoudre ces partis, mais je noterai quand même que dans les années 70, Ordre Nouveau a été dissous pour bien moins que ça, alors qu'en termes d'effectifs, ils étaient bien inférieurs à la France insoumise. C'est vrai, décidément, j'ai vraiment des gros problèmes avec Twitter ce soir. Mais en même temps, je vous rappelle, je ne tourne pas dans des conditions habituelles parce que justement, je suis candidat suppléant d'Alexandre Simoneau lors du 21 septembre 2025. Donc, ce sera dans une semaine, n'est-ce pas? Et oui, oui, deuxième circonscription de Paris. Il y aura quand même 17 candidats. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voudrais juste un mot là-dessus quand même, c'est super important. Merci beaucoup Frédéric Avelli pour votre réponse. C'est que on nous a reproché. Voilà, on nous a reproché, on nous a dit oui, mais vous présentez un candidat face à Reconquête. Chose importante à préciser. Tout d'abord, notre candidature a été déclarée bien avant celle de d'Hilaire Boyer, c'est-à-dire le candidat Reconquête, président de Génération Zemmour, le successeur du célèbre Stanislas Rigaud. On a été déclaré bien avant. Ensuite, Alexandre Simoneau a été un candidat investi par Reconquête pas plus tard que l'année dernière, en 2024. Et oui, donc Reconquête était parfaitement au courant qu'on avait présenté un candidat, puisque Reconquête suit Alexandre Simoneau et donc a suivi sa déclaration de candidature, qui de toute façon a fait un peu de bruit quand même dans la sphère politique. Vous vous en doutez bien que c'est suivi. Je soupçonne même peut-être, alors attention, théorie du complot, que Reconquête s'est dépêché de trouver un binôme afin de présenter un candidat face à nous. Mais ils ne seront pas déçus, car on compte bien faire plus qu'eux aux élections de toute façon, parce que les Français veulent de la radicalité. L'idée n'est pas d'être opposé à Reconquête, l'idée n'est pas de mettre des bâtons dans les roues de Reconquête. Bien au contraire, on a été déclaré avant. On a toujours soutenu Reconquête aux élections de 2022 et de 2024, et même aux élections européennes, législatives et présidentielles. Donc non, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues des autres mouvements. Et d'ailleurs, dans toutes les élections à laquelle le Parti de la France a participé, le Parti de la France a fait de bien meilleurs scores que Reconquête. Donc s'il y en a un qui devait se délaisser et se désister par rapport à l'autre, bah ce serait pas nous. Voilà, ça c'était quand même un petit mot. Alors Victor Jean de la Gilardet, finalement, il n'y a pas eu de dissolution, en tout cas pas de dissolution annoncée. Les élections législatives partielles souffrent d'une grande abstention, un taux de participation extrêmement bas. Mais dites-nous, parce que vous êtes l'adjoint du délégué général, pourquoi le Parti de la France investit des élections partielles en sachant que le taux d'abstention nous est défavorable? Eh bien, parce que, pour répondre succinctement, il est dans la vie d'un parti politique d'exister politiquement, donc de participer aux élections. Nous pensons que les partielles, si effectivement elles possèdent un taux d'abstention assez haut, permettent néanmoins d'intervenir et d'agir dans la vie politique là où elles ont lieu. C'est pour ça que à chaque fois qu'il y en avait une dans l'Oise, par exemple, notre président Thomas Joly se présentait. C'est pour ça également que nous investissons Alexandre Simoneau à Paris, que nous investissons également Guy Jovelin, j'ai oublié de le préciser, en dans le Tarn et Garonne. Donc oui, pour moi cela tombe sous le sens qu'un parti politique comme le nôtre participe aux élections lorsque cela lui est possible, et les élections partielles, si effectivement possèdent un taux d'abstention supérieur à celle d'élections nationales. Rappelons que la dernière fois que nous avons participé à des élections nationales, nous avons fait 10%. Eh bien, nous permettent néanmoins d'adresser un programme aux Français, de nous faire connaître, et puis potentiellement d'engager le bras de fer, le dialogue avec des formations politiques soit opposées, soit rivales, différentes.
Et oui, et puis de toute façon, l'élection partielle permet aussi de bénéficier, on va dire, d'une bonne médiatisation quelque part. Enfin, ça c'est sur le papier, puisque concrètement, il y a pas 577 élections au même moment. Il y en a une ou deux. Et non, je n'ai pas oublié de préciser, Guy Jovelin, mon ami Victor, c'est simplement que l'élection de Guy Jovelin est plus tard, elle est 2 semaines après. Et du coup, bah, puisque je parle de la semaine et de la semaine à venir, c'est pour cela que j'ai parlé que d'Alexandre Simoneau et pas de Guy Jovelin, mais bien évidemment, on en parlera en temps voulu, qui sera, je crois, dans la première circonscription de Tarn-et-Garonne, si je ne me trompe pas. Non, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Avec, bien évidemment, pour adjoint Jason Cazoran de Bastérica, que vous avez pu entendre plusieurs fois sur la chaîne et sur cette émission, le Forum du Parti de la France. Continuons si vous le voulez bien. Oui, on a la commission d'enquête sur TikTok. Vous avez rappelé la fameuse intervention de Alexis Chance. D'ailleurs, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que quand on lui a dit lever la main droite pour jurer, il a levé la main gauche, alors qu'en réalité, c'est simplement que la caméra était en mode miroir, tout simplement, ça se voyait très bien. Il a perdu sa chaîne TikTok suite à ça, avec plus de 600 000 abonnés d'ailleurs. Bref, cette fameuse commission d'enquête aboutit à une préconisation du contrôle et de la censure sur les réseaux sociaux sous prétexte de protéger les enfants. D'ailleurs, il me semble que sur les sites pornographiques aujourd'hui, il faille également envoyer, oui, vous allez dire que je diverge, mais il faut envoyer une photo de soi, il me semble. Euh, Peut-être que c'est un bon moyen pour obtenir beaucoup de cartes d'identité et beaucoup de selfies d'un coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une préconisation contre la protection des mineurs. Moi, j'ai écouté, je vais vous le dire quand même avant de laisser la parole à mes invités. Je Tu pense que c'est diverges. Merci beaucoup Frédéric Valli. Écoutez, ouais, je pense que c'est important de prévenir et faire beaucoup de prévention. Les réseaux sociaux, beaucoup de gens n'ont pas l'air de le savoir, mais les réseaux sociaux ont une restriction. Par exemple, il me semble qu'il n'y a pas le droit d'avoir de chaîne YouTube avant l'âge de 16 ans. Et pourtant, on retrouve plein de youtubeurs qui ont 8 ou 9 ans. Ça n'a aucun sens. Voire pire, on retrouve des parents qui utilisent leurs enfants de 5 ans pour faire des millions de vues et des millions d'euros également. Pareil, sur Discord, je crois que c'est 16 ans aussi. Sur Facebook, ça doit être 13 ans. Sur X aussi, il y a un âge minimum légal. Bref, il y a des âges minimums légaux qui ne sont absolument pas respectés. Et pour moi, c'est quand même un gros problème malgré tout. Sans être pour voilà la censure, sans être parce qu'évidemment ça va mener à ça. Hein, c'est comme la fameuse fake news. Il faut combattre la fake news. Mais si l'idée c'est de faire taire des idées qui nous plaisent pas, ça ne va pas. Donc moi, je ne crois pas du tout en la capacité du gouvernement à vouloir protéger nos mineurs, mais plutôt à vouloir faire de l'abus d'information. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Avalli? Ah oui, désolé pour ce jeu de mots, mais tu m'avais quand même tendu une perche. Vous m'aviez tendu une perche. C'est vrai que je suis pas forcément le plus qualifié pour répondre. On n'est pas de la même génération. Cela dit, c'est peut-être bien aussi pour nos auditeurs d'avoir des réponses, on va dire intergénérationnelles. Évidemment, je n'ai pas autant je ne, comment dirais, je ne n'accorde pas autant de poids ni d'importance aux réseaux sociaux que vous ou les jeunes de votre génération, Alexandre. Moi, je regarde surtout YouTube parce que j'adore vous regarder les vieux matchs de football, les vieux combats de boxe, les vieux combats de catch, les choses comme ça. Voilà, c'est les vieilles émissions politiques avec l'immense Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est plutôt pour moi YouTube, c'est plutôt une sorte de vidéothèque puissance 1000. Voilà, après les youtubeurs à proprement parler, je n'ai pas forcément d'hostilité à leur égard. Maintenant, d'un point de vue vraiment très détaché, hein, donc si je dis des inepties, vous les corrigerez, Alexandre, et je ne douterai pas de votre objectivité à ce moment-là. Mais il me semble quand même, du peu que j'ai vu, que les contenus de TikTok sont bien plus abétissants que les contenus de YouTube, par exemple. C'est vrai que là, il y a à boire et à manger aussi, mais je trouve que, alors, je sais pas si c'est par le format ou par la façon dont c'est filmé, mais voilà. Enfin, moi, je n'ai même pas de compte TikTok et honnêtement, je n'ai aucun intérêt à en avoir. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas non plus pour lutter contre un abrutissement de notre jeunesse qui est quand même très très décérébré par rapport aux générations d'antan. Je parle au niveau, par exemple, orthographe, écriture, culture générale. Moi, il m'arrivait de faire, je vais pas dire des dîners de cons, mais de tester la culture générale de mes stagiaires, donc de gens nés
voilà, dans les années zéro, hein, j'appelle ça, c'est-à-dire 2000, quoi. Et c'est vrai que le niveau était déplorable, et peut-être que d'ailleurs la génération précédant la mienne trouvait déjà que la mienne avait chuté en termes de culture générale. Et voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi pour lutter contre un certain abrutissement. Maintenant, je pense que l'interdiction comme ça violente, je pense que si c'est pour interdire des choses, bah à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup qui mériteraient bien plus que TikTok d'être interdites. Notamment, vous aviez raison, Alexandre, la pornographie. Même si, alors Dieu sait que je suis pas un expert et un consommateur, mais moi je me souviens quand même dans les années 4, je dirais euh, les années 80 et 90, donc pendant au moins 2 décennies, peut-être même les années 70, une partie, vous passiez devant un kiosque à journaux, vous aviez des seins nus à chaque kiosque de journaux. Hein. Il y avait vraiment un exhibitionnisme qui aujourd'hui n'existe plus depuis, je dirais, à 25-30 ans. Mais voilà, on pourrait peut-être plus lutter, plus interdire, plus restreindre ce genre de choses-là. Je parle pour les enfants et les jeunes adolescents, hein, pas pour les adultes. Hein, je suis pas de l'Opus Dei, mais voilà, c'est peut-être pas le premier truc sur lequel je taperai TikTok. Après, contredites-moi, Alexandre, si je dis des bêtises, mais je trouve que TikTok n'est pas forcément le réseau social le plus intellectuel. Effectivement, enfin, je sais que par exemple la Chine, le pays d'où vient TikTok hein, d'ailleurs, je crois qu'il y a une restriction. Alors je vais peut-être me tromper, de toute façon vous me corrigerez en commentaire. Je crois que c'est 2 heures par jour ou par semaine, j'ai un doute. Mais je sais que les réseaux sociaux ont une restriction non pas absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit, ce n'est pas bloqué, mais qui est une restriction temporaire, un peu comme un contrôle parental finalement, mais obligatoire. Et aussi pour toute la population. Donc je sais que les jeux vidéo c'est restreint aussi pour les mineurs. Bref, je sais qu'en Chine, voilà, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de Chine, un pays qui n'est pas si éloigné, qui est le Népal, qui a pour capitale Katmandou, avait annoncé le blocage de 26 plateformes. 26 plateformes, 26 réseaux sociaux, dont TikTok, Twitter, Facebook et même YouTube. Même YouTube, pour vous dire, ça n'a pas plu du tout à la population, ça n'a vraiment pas plu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a eu suite à ça une forme de révolution, parlement brûlé, nouveau premier ministre qui a été nommé. Vraiment là-bas, il se passe des choses, voilà, des troubles meurtriers, plus de 15 000, voire peut-être même bientôt 20 000 détenus, de la cavale de partout. Bref, une vraie révolution se passe actuellement au Népal suite à l'annonce du blocage des réseaux sociaux. Donc comme quoi, peut-être que ce serait... Vous pensez que ça pourrait arriver, Victor, s'il y a une annonce du blocage des réseaux sociaux, mettons, on est dans une hypothèse un peu radicale, est-ce que vous pensez que la population française réagirait de la même manière? Est-ce que c'est une question de culture ou une question de génération? Un peu les deux, j'ai envie de dire. Alors c'est une affaire de génération parce que bon, la génération auquel vous et moi appartenons, Alexandre, est davantage sujette aux réseaux sociaux que celle de notre ami Frédéric, mais également culturelle, puisque bon, pour qu'il y ait des mobilisations et des protestations vraiment violentes suite à des mesures gouvernementales de restriction, faut qu'il y ait un motif, faut qu'il y ait réellement une dépendance de ce sujet-là. Enfin, non, je pense que les situations ne sont pas vraiment rapprochables ou comparables. C'est le contexte économique et politique n'est pas vraiment le même, donc je pense pas que ça susciterait plus de protestations que cela. Mais Les vous, gens mais ont vous pris, pouvez comprendre, hein. pardon? Est-ce que vous pouvez comprendre que disons que la population, est-ce que vous trouvez voilà la réaction du peuple népalais raisonnable par rapport à la tentative liberticide et la tentative d'interdiction que le gouvernement voulait mettre en place? Bien sûr, bah, je comprends tout à fait la réaction des Népalais. Je doute simplement qu'on puisse assister à des protestations similaires et de même ampleur en France. Simplement, il y a d'un contexte géopolitique, culturel, social, économique qui est spécifique au Népal, qui a longtemps été plus ou moins considéré comme une province par la Chine, qui est dirigée par
parti communiste assez virulent, d'inspiration plutôt stalinienne maoïste. Donc il y avait un petit peu comme comme en Roumanie à la fin du règne de Ceausescu, les ingrédients d'une d'une révolution violente. Je pense que ces ingrédients ne sont pas encore réunis en Occident, dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui. Les démocraties libérales, même maquillées, même en apparence, même de façade, sont plus élastiques et souffrent moins des revers d'opinion et des changements que les régimes autoritaires qui, comme par essence, ne peuvent plier, eh bien cassent et s'effondrent lorsqu'il y a un désaveu trop important de la part de la population. Oui, absolument, absolument. Continuons d'ailleurs sur cet aspect réseaux sociaux, technologie, avancée, génération Z. L'Albanie, figurez-vous que c'est un pays qui est très, très, très surprenant. Je crois, Frédéric Cavalier, que vous connaissez un petit peu l'Albanie, parce que si je me trompe pas, ça a été colonisé par l'Italie. Je peux me tromper, mais il me semble. Et en tout cas, voilà, l'Albanie, je vous invite pas du tout, je ne vous invite pas, je vous le rappelle, à ne pas taper présentatrice télé Albanie. Vous risqueriez d'être très surpris, mais si vous le faites, vous remarquerez à quel point ce pays a des idées, excusez-moi, parfois révolutionnaires, parfois inattendues. Et en voilà une d'idées inattendues. Pourquoi s'embêter à avoir des ministres qu'il faut payer très cher, qui sont incompétents, qui vont faire du réseautage, qui vont être 100% presque des cas corrompus, lorsqu'on peut demander à une intelligence artificielle de le faire? C'est ce qu'a pensé l'Albanie en générant une intelligence artificielle qui serait ministre des comptes en Albanie. Eh oui, carrément, carrément. Vous savez, on nous a dit, oui, l'IA va remplacer tous les métiers du monde. Moi, je ne pensais pas que les ministres seraient les premiers touchés par l'intelligence artificielle. J'ai cru que c'était une fausse nouvelle au début, mais non, non, c'est bien vrai. Frédéric Cavalli, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va peut-être trop loin selon vous, non? Vous êtes peut-être pas encore prêt à avoir un ministre qui soit une intelligence artificielle. Oui, là, je pense que ça devient grotesque. Maintenant, vu que l'Albanie a été une des plus dures dictatures communistes et un des derniers, peut-être même le dernier régime communiste à tomber en Europe, je me dis je préfère encore une intelligence artificielle centripotente, hein, qu'un régime communiste de la pire espèce. Mais oui, là, effectivement, je pense que finalement, c'est un aveu d'impuissance et surtout d'incompétence, hein, de la part des dirigeants de ce pays, que par ailleurs je connais très mal, puisque la colonisation de de l'Albanie par l'Italie a été trop courte. Non, je plaisante, mais disons que c'est pas forcément finalement le plus grand lien entre l'Italie et l'Albanie dans l'histoire, c'est les délinquants albanais qui sévissent en Italie, hein. Mais non, non, j'avais pas entendu parler de ce sujet, donc vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais je trouve ça grotesque, hein. J'avais trouvé très très grotesque en Belgique, alors peut-être ça fait plus longtemps que ça, mais il y a une dizaine d'années, quand il y avait eu la grève du gouvernement, ou du moins je crois que il y avait aucun gouvernement en Belgique. Mais alors là, une intelligence artificielle, là, Alexandre, les bras m'en tombent, hein. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, hein, puisqu'il a été l'artisan de l'unification de l'Italie, c'est Cavour, qui avait dit une fois: la plus mauvaise chambre vaut mieux que l'antichambre. Alors parfois je m'interroge, mais là, confier la direction, ou du moins une responsabilité gouvernementale à une intelligence artificielle, là on aura tout vu. Maintenant, je pense que c'est plutôt un effet d'annonce, parce qu'après, comment est-ce que comment les lois promulguées par cette intelligence artificielle sont-elles ensuite mises en œuvre? Enfin voilà, j'ai un petit peu des doutes. Est-ce que c'est pas finalement une opération médiatique? Ça, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Vous allez peut-être m'en dire plus, mais là, comme ça, je pense que ça n'apporte que le discrédit à ce gouvernement.
Je vais donner la parole à Victor, mais juste avant ça, la réserve, et j'espère qu'ils y ont pensé, j'imagine que oui, ça n'a pas été fait, comment dire, de manière inconsciente, mais mettons que demain, ouais, je suis président, voilà, je suis président, demain je décide de nommer, voilà, ChatGPT 6 comme ministre de l'Intérieur. Ça veut quand même dire, si c'est une intelligence artificielle externalisée, que tous les secrets d'État sont confiés à une entreprise qui gère l'intelligence artificielle. Bah oui, parce qu'il faut que l'intelligence artificielle ait accès au dossier pour être pertinente. Forcément. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui va être fait en interne. Je suis un peu pris de court aussi quelque part parce que la nouvelle est extrêmement récente et j'ai pas eu le temps de me renseigner plus que ça là-dessus malheureusement. Mais j'espère qu'ils y ont pensé parce que là ce serait quand même un peu compliqué. Vous Victor, vous aussi vous trouvez que ça va trop loin ou est-ce qu'au contraire vous êtes un peu plus ouvert à cette idée? Il semblerait que le ministère en question consiste surtout à des tâches administratives autour de la comptabilité des marchés publics. Donc, dans la mesure où il s'agit davantage de fonctions techniques, administratives, je peux admettre que l'intelligence artificielle prenne sa place. Après, il y a la nécessité, comme tu le mentionnais à l'instant, comme vous le mentionniez à l'instant avec Frédéric Avalli, d'être souverain sur les données confidentielles d'une administration, d'un État que l'on confie à une tierce partie, comme une intelligence artificielle. Donc j'espère pour l'Albanie, même si je n'ai pas eu le temps de voir le détail, que c'est une IA souveraine qu'ils ont eux-mêmes développée. Et au-delà de ça, je pense qu'il s'agit davantage de com qu'autre chose, qu'ils ont déclaré avoir un ministre fait par IA, mais que c'est davantage une création de poste qu'ils ont automatisé, qu'ils ont donné à une IA plutôt qu'un ministère, qu'un ministre à proprement parler. C'est de la communication pour mettre en avant leur capacité à utiliser des moyens modernes et d'automatisation de tâches, y compris à des rangs élevés, à des niveaux élevés de leur administration. En tout cas, je le lis comme ça. Je suis pas spécialement hostile à l'idée que l'intelligence artificielle prenne également des fonctions dans des postes de direction et de gouvernance, puisque bon, c'est un petit peu ce que par nature elle a vocation à faire. En revanche, il est certain qu'il faut qu'il y ait des contrôleurs humains et que ça se limite à des fonctions subalternes qui permettent toujours de placer l'humain au-dessus et de pouvoir déléguer à l'intelligence artificielle l'application de choses impliquant de la créativité, donc nécessitant un être humain, plutôt que de se retrouver à devoir obéir à l'intelligence artificielle. C'est lorsque ce changement de paradigme interviendra qu'il faudra peut-être s'inquiéter. Merci beaucoup Victor Jean de la Gilardet pour votre réponse. Alors moi me concernant, je suis pas du tout fermé à l'idée effectivement que des fonctions même importantes puissent être un peu gérées par des IA. En fait, pour moi, c'est un outil et l'humain comme l'intelligence artificielle, ce sont des outils. Les outils peuvent être bons et comme mauvais. Donc en soi, l'intelligence artificielle ne garantit pas une meilleure efficacité, mais un humain non plus. Ça dépend de qui on met, ça dépend de quel type d'IA on met. En tout cas, ce qui peut être bien, c'est que on peut avoir toujours la main mise dessus. C'est-à-dire que si l'IA elle déconne ou qu'elle fait n'importe quoi, on peut toujours revenir en arrière ou on peut toujours comment je pourrais dire, l'améliorer, la corriger. Avec un ministre, c'est un peu plus compliqué. Faut voir. Faut d'abord le limoger. Ta. Donc bref, avoir la flexibilité que cela peut apporter. J'ai envie de dire, faut tester. Et si c'est de la merde, c'est de la merde. Tout simplement. Un peu Alexandre, simpliste. Oui. si vous me permettez, moi la seule chose que je pourrais dire, effectivement, quand on voit la nullité de la plupart de nos ministres, effectivement, on pourrait se dire que ça peut pas tomber plus bas. Cela dit, alors oui, je trouve ça quand même grotesque, mais à la limite, il pourrait mettre une espèce de ministre qui fasse bien, et puis on lui dirait tiens, bah tu fais tout ce que l'intelligence artificielle va te dire. Ça pourrait se tester. Mais moi, ce qui me choque, Alexandre, c'est surtout le fait de le revendiquer. Enfin, pour moi, il n'y a pas pire aveu d'impuissance et d'incompétence du personnel, du staff, de l'équipe gouvernementale. On peut dire, on peut le faire éventuellement backstage, hein, excuse-moi pour l'anglicisme, mais le mettre en avant comme ça, le dire, le revendiquer, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Après, c'est vrai qu'on parle de l'Albanie. Ah, je suis pas là pour dire du mal des pays, bien sûr, mais bon, si ça peut les faire un peu
sortir, va tirer l'épingle du jeu et faire parler d'eux. Bon, j'imagine que oui, c'est pas mal. C'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix. Mais ne tapez Faudrait surtout demander pas. à notre ami Maxime Leroy qui nous sorte la carte, le spécialiste des quotients intellectuels, qui nous sorte le chiffre du QI moyen pour l'Albanie. Mais bon, voilà. Albanie, ça doit être 92, je crois. Ça doit être 92, il me semble. Quelque chose comme ça. 92 ou 93. Il me semble. Plus que dans le Mais ne tapez 93 alors. 93. Mais ne tapez surtout pas présentatrice JT Albanie sur Google. Surtout pas. C'est mon conseil du jour. Si on continue un petit peu, alors oui, j'avais vu ça, qu'en Île-de-France, je crois que c'est en Île-de-France, je ne dis pas de bêtises, il y avait eu des cochons, des têtes de cochons qui ont été mis devant des mosquées. C'est un coup assez classique, c'est un coup qui s'est fait assez régulièrement. Alors les personnes, je crois, ont été des personnes suspectes, parce qu'on ne sait pas si elles sont coupables ou innocentes. Il me semble qu'elles sont de nationalité étrangère. Ce ne sont pas des Français qui ont fait ça. Il me semble que ce sont de nationalité étrangère. À voir l'enquête aussi là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que ça a mis en émoi. Ça a mis en émoi, ça a fait beaucoup parler, etc. Alors que pourtant, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des églises taguées, voire dégradées, pas un seul mot, si ce n'est dans un média ultra local, ultra confidentiel. Mais dès que ça touche à une synagogue ou à une mosquée, alors là, c'est la presse internationale qui s'en empare. Enfin, internationale, j'abuse un peu, nationale en tout cas. Alors que, je tiens à le rappeler, que les actes anti-chrétiens sont bien supérieurs aux actes anti-musulmans en France. Hein, voilà, ça me paraissait quand même important de le rappeler. Victor Jean de la Gillardet, vous comprenez cet émoi épouvantable envers une tête de cochon devant une mosquée? Eh bien, c'est un grand classique, comme tu l'as dit, de l'agite propre sur la victimisation, la présomption d'islamophobie. C'est le pire attentat que l'on puisse faire contre une mosquée en France. Il y a eu des faits divers déjà de cet ordre-là auparavant. C'est mettre du lardon dans la boîte aux lettres, une tête de cochon devant la porte. Manifestement, ce que l'extrême droite ultra-radicale puisse faire de pire. Bon, susciter une mobilisation du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police de Paris, identifier le crime porcin. Enfin, si on y réfléchit bien, c'est somme toute assez ridicule. Aussi, vous le pensez, Frédéric Cavalli, vous qui venez de la région où ça s'est passé? Alors, moi en fait, alors bon, je vous cache pas que ça m'a un petit peu fait rigoler, un peu grassement. Maintenant, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de ce type d'acte. Je vais pas non plus condamner avec la plus grande sévérité comme a dû le faire Marine Le Pen, parce que je me dis que les gens qui en sont réduits à faire ça subissent peut-être avec la plus grande violence l'immigration islamique. Moi, là, la chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, et Victor a déjà en très très grande partie parlé, mais en fait c'est le traitement médiatique, c'est-à-dire que une chose comme ça, ça devrait faire au mieux un 8e de page dans un journal de gauche, un 16e de page dans un journal de droite. Voilà, c'est vraiment anecdotique. Hein. C'est vraiment, enfin voilà, 5 lignes. Et en fait, on en fait un sujet du top 3 de l'actualité du jour. Alors qu'il se passe quand même des choses. Il y a une guerre en Ukraine qui dure depuis plus de 3 ans et demi, à part sur LCI, H24, on n'entend presque plus parler sur les autres chaînes info. Une qui parle uniquement de l'antisémitisme et l'autre uniquement de l'islamophobie. Donc voilà, moi ce qui me choque, c'est le traitement médiatique qu'on en fait. Enfin, ça a pris des proportions incroyables, et je me dis que si chaque fois qu'une église était profanée ou un cimetière chrétien vandalisé, ou inversement, ça marche dans les deux sens, eh bien je dirais que si on traitait avec la même gravité, la même importance, tous les jours, ça ferait la une de l'actualité. Voilà, moi ce qui me choque, plus que le geste ou plus que l'indignation de l'extrême gauche ou des musulmans qui ont pu être sincèrement blessés par ce type de geste, c'est le traitement médiatique qui est totalement disproportionné. Enfin, c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucune objectivité.
dans l'information en France depuis l'avènement de François Mitterrand, depuis que l'ensemble de la classe médiatique a basculé violemment de la droite vers la gauche. Merci beaucoup Frédéric Avali pour votre pour votre intervention sur ce sujet. Maintenant, on va passer aux annonces, aux nouvelles. Un peu triste, un peu la gorge nouée aussi, que je vous le dis. Malheureusement, Daniel Conversano, que vous connaissez très bien, avec qui on a tourné plusieurs émissions, avec qui on a la plus grande sympathie, malheureusement, il y a une grosse rechute de la part de son cancer, et il y a des métastases qui se sont développées à l'endroit de ses poumons. Je ne suis pas cancérologue, je ne suis pas médecin, mais ça s'annonce peut-être assez grave quand même. En tout cas, voilà, il y a une rechute. Ça allait mieux un peu pendant 6 mois, et là, ça rechute. Donc évidemment, tout notre soutien pour Daniel. On lui souhaite le meilleur rétablissement possible, évidemment, en sachant que voilà, il a, je crois, 2 enfants, si je me trompe pas, et puis c'est quelqu'un de super sympa, qui a toujours été sympathique, qui est très humain, qui a toujours contribué, pour ses convictions, qui a toujours été fidèle à ce qu'il pensait. Donc, bien évidemment, on lui souhaite le meilleur courage suite à ça. Sinon, en nouvelle concernant plus le Parti de la France, il y aura la fête du cochon qui aura lieu le 21 septembre 2025, donc dans une semaine. Vous pourrez m'y voir d'ailleurs, ce sera en Bretagne, à Tréfondel, à côté de Rennes. Comme chaque année, c'est un petit succès. À chaque fois, il y a entre 100 et 200 personnes. Ça se passe toujours très bien. Donc, on vous y attend. On espère vous y voir nombreux. Il y aura également les élections d'Alexandre Simoneau dans la 2e circonscription de Paris. Chers électeurs, si vous m'écoutez et que vous habitez dans celle-ci, allez-y, votez pour le Parti de la France. Je serai le suppléant, d'Alexandre Simoneau. Ensuite, il y a une actualité dijonnaise. Vous savez, je suis responsable de la Bourgogne pour le Parti de la France. Et le 4 octobre, je vous invite à venir me voir, à venir voir Thomas Joly, à venir voir Bruno Hirou également, et Pierre-Nicolas Nupes probablement. Je crois que c'est en attente de confirmation. Ce sera à Dijon, en plein centre-ville. N'hésitez pas à me contacter et surtout à vous inscrire avec les coordonnées qui sont affichées sur le visuel qui a été diffusé sur tous les réseaux du Parti de la France. Voilà, j'espère vous y voir le 4 octobre, le soir à 19h. C'est un samedi, pour ceux qui se posent la question, pas besoin de regarder votre agenda. Alexandre. En tout cas, moi j'étais ravi. Ah, excusez-moi, oui, Alexandre. Non, je disais, vous avez fait exprès de faire la transition entre les têtes de cochon devant les mosquées et la fête du cochon du Parti de la France. Alors absolument pas, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, c'est assez amusant. Non, je l'ai pas fait du tout. C'est vrai, je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait. Mais le cochon, ça fait partie du patrimoine français. Hein. Pour moi, le sanglier et le cochon sont des symboles de la France. Ah oui. Mais vous avez bien raison. En tout cas, voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Je remercie beaucoup Victor Jean de la Gillardet d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous, Victor. Merci à vous, Alexandre. Merci à tous nos auditeurs. Absolument. Merci à vous, Frédéric Avali. Merci, Alexandre, d'avoir pensé à moi pour cette émission. Et c'est toujours un plaisir d'être en binôme avec toi, Victor. Donc, au plaisir de vous revoir très prochainement tous les deux. Et un grand salut à tous nos auditeurs. Absolument, et merci également à vous, auditeurs. La chose la plus utile que vous pouvez faire, c'est, au-delà de nous écouter, ce qui est déjà important, liker, partager, commenter. C'est super utile pour notre cause. Voilà. Et moi, je vous retrouve... Écoutez, moi, je sais pas si vous m'écoutez sur YouTube ou sur Twitter, mais en tout cas, il y aura des directs, il y aura des émissions, des entretiens du Parti de la France. Toujours comme d'habitude. À très vite sur les réseaux, à très vite également sur le terrain. Prenez soin de vous, tout le monde.